commencé à militer dans les années 1970. On était dans la mouvance du rapport Byrd, ça te dit peut-être rien, mais il y a eu la commission royale, commission d'enquête royale sur la situation de la femme au Canada. Ça a commencé en 1967, puis le rapport de la commission, qu'on appelait la commission Byrd, a été publié en 1970. Alors, c'était dans cette mouvance-là. On prenait conscience, les féministes, oui, qu'on avait quelque chose en commun, qu'il y avait beaucoup de travail à faire et qu'il fallait s'organiser. Auparavant, il y avait des organismes de femmes, mais elles ne se disaient pas féministes. Alors nous, on a commencé à mettre sur pied toutes sortes d'organismes. Mais moi, celui dans lequel j'ai le plus travaillé de façon très active au début, c'était le comité de la femme professeure. À l'époque, on ne mettait pas un E encore. Dans les années 70, on se disait professeur, mais femme professeure. Alors nous, ce comité-là, on a travaillé sur la parité salariale. Les femmes professeurs n'avaient pas tout le même salaire, même malgré leur diplôme et tout ça. On a obtenu qu'il y ait une réparation, mais pas la rétroactivité. On a obtenu des congés de maternité. On n'avait pas de congés de maternité, les femmes, parce qu'au début, à l'université, c'était que des hommes. Hein? Et on a fait aussi une clause qui disait que toute maladie reliée à la grossesse, on pouvait pas, on n'était pas couvert. Hein? Le moindrement, mal de cœur, on ne pouvait pas. Alors, c'est là-dessus qu'on a travaillé dans les premières années. Toi, j'imagine que tu as commencé un petit peu après ça. Un petit peu après les années 70. Moi, je suis franco-ontarienne d'origine. Oui. Puis quand j'étais à l'école secondaire, je suis impliquée avec la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Puis j'ai été élue sur leur conseil d'administration quand j'étais en 11e puis en 12e année. Puis en même temps, en 2003-2004, se préparait, ça s'appelait les États généraux sur les services en français en matière de violence faite aux femmes en Ontario. Puis j'ai été approchée pour être sur le comité organisateur. Puis ça a été vraiment une belle expérience parce que, comme jeune, c'était la première fois que je faisais partie d'un comité comme adulte, puis que je sentais que j'étais égale. Souvent, soit on pense pas aux jeunes ou on les invite pour qu'ils observent, qu'ils apprennent. C'est ça. Je n'étais pas une apprenante. Là. Ce que j'avais apporté avait sa valeur, puis on me consultait, puis en même temps, c'est ça, j'ai travaillé avec des féministes de partout dans la province, en Ontario, pour ces États généraux-là. Puis là, j'ai vu les États généraux, puis de me rendre compte de la situation là, en ce qui concerne la violence faite aux femmes. C'est surtout violence conjugale, violence à caractère sexuel. Puis par la suite, quand j'étais en 12e année, dans ma région, je me suis fait approcher pour faire partie d'un comité provisoire pour fonder un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Puis là, c'est ça, j'ai été sur un CA, puis encore là, avec mon expérience avec la Fédération jeunesse, j'étais une de celles qui avait plus d'expérience en CA, même si j'avais 17 ans. Puis ça a juste été une expérience super positive de réaliser un petit peu ce que je vis comme femme est vécu par d'autres personnes, c'est normal que je me sente pas à l'aise là-dedans. Puis de se dire, même si je suis jeune, mon opinion a sa valeur. Puis c'est comme le mouvement féministe qui m'a offert ça. Puis, formidable. Ouais. C'était dans quelles années, ça? C'est autour des années 2003-2004. Oh, ouais. On avait fait beaucoup de progrès parce que, peux-tu croire que dans le rapport de la commission Byrd, on ne parlait pas de la violence. Et le Nouveau-Brunswick a été vraiment une pionnière, c'est le conseil consultatif du Nouveau-Brunswick qui a fait pour la première fois quelque chose sur la violence faite aux femmes. Tout le monde savait qu'il y avait de la violence, mais c'était comme tabou, et c'était comme individuel, et c'était des cas d'exception. Et là, petit à petit, on a pris conscience. Alors, je vois qu'il y avait déjà eu un gros progrès. Oui, puis les femmes avec qui je m'impliquais, il y en a, ça faisait 20-30 ans qui étaient dans le mouvement des maisons d'hébergement, tout ça. Fait que j'ai beaucoup appris, même si c'est pour ça, pas cette posture-là que j'avais. Je participais comme les autres, mais c'est sûr que d'être auprès des personnes qui sont militantes depuis 30 ans puis qui en ont fait leur passion puis leur vie, c'est sûr que ça m'a influencé. C'est ça, je suis déménagée au Nouveau-Brunswick pour faire ma maîtrise. Puis tout de suite, c'est ça, j'ai cherché c'est quoi les organismes féministes qui existent parce que je veux continuer. J'ai été militante toute mon université, puis je suis
tout de suite tombé en amour avec ce que représentait le regroupement féministe? Moi, le regroupement féministe n'existait pas là, au début. Là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont préparé ces mouvements-là, mais finalement, le regroupement féministe, c'est le premier qui a voulu ouvertement dire on fait quelque chose avec une philosophie féministe. Mais encore aujourd'hui, je trouve que dans le Canada français, on se démarque du fait qu'on s'affirme féministe, puis que c'est vraiment, c'est ça nos valeurs, vraiment. C'est pas juste de défendre les femmes, mais avec cette approche féministe. Mais je crois aussi que le fait d'être francophone minoritaire, ça nous aide à comprendre certaines dominations. Au début, qu'on allait dans les regroupements avec les femmes anglophones du Nouveau-Brunswick, on ne sentait pas qu'elles étaient aussi dominées que nous autres, on l'était. On dirait qu'elles étaient plutôt réformistes, disons, dans le sens de mettre plus de femmes ici, puis obtenir des droits. Elles ne voyaient pas qu'il y avait un système qui gardait, puis c'est le même système, là, la même philosophie, là, qui garde les minorités minoritaires et qui domine les femmes, même si numériquement, on est parfois majoritaire. Oui, ben, je pense qu'on va en parler plus, là, mais c'est quelque chose qui m'attire beaucoup du regroupement féministe, c'est cette vision intersectionnelle-là de dire... Moi aussi, beaucoup. On lutte contre le patriarcat, mais en même temps, c'est contre le capitalisme, contre la suprématie blanche, puis de se dire, c'est tous des systèmes de pression qui se nourrissent, puis en même temps qui sont indépendants, il faut lutter contre tout ça en même temps. Oui, ma collègue et moi, Catalina Ferrer et moi, on a fait un guide pour les écoles, là, parce que moi, j'étais en éducation, j'étais à la Faculté des sciences de l'éducation, puis Catalina Ferrer aussi. On a fait un guide pour les écoles, et c'est le principe qu'on avait à la base, c'est une question de domination. Et c'est quoi? C'est le patriarcat, et c'est le capitalisme, c'est la même philosophie derrière tout ça, qui fait le racisme, le sexisme et tout le reste. Je sais que quand je me préparais un petit peu là, pour notre discussion, c'est intéressant parce que c'est ça, on s'est croisés, mais on ne se connaît pas intimement, disons. Mais moi, le premier été que j'étais à Moncton, c'est ça, je voulais m'impliquer dans les luttes militantes. Puis j'ai lu ton livre sur Corinne Galland pour comprendre plus d'où venait le mouvement féministe en Acadie du Nouveau-Brunswick. Fait que tu as quand même une influence sur ma compréhension du féminisme. Vraiment? Je suis contente. Sais-tu... moi, en tant que professeur, j'ai fait quelques petites recherches comme ça et j'ai écrit un petit peu. Mais c'est ce livre-là qui a eu un peu plus, disons, d'impact. Parce que, bon, des petites des recherches que tu fais puis qui restent sur les tablettes, ben, ça va pas beaucoup. Mais ce livre-là, beaucoup de gens en ont parlé. Oui, j'ai appris beaucoup sur l'histoire féministe ici, puis ça m'a comme motivée à me dire, waouh, il y a eu tout ce travail qui a été fait, puis on poursuit un peu. Là, oui, on s'inscrit dans cette ligne-là. Exactement. On commence pas à zéro. Exactement. Même au sein du groupe qui s'appelait les Dames d'Acadie au début, il y en avait qui trouvaient qu'on devait aller plus loin que ça. Puis donc, c'est dans ce but-là qu'on a dit on va former un regroupement qui devrait regrouper toutes les femmes et les organismes aussi, les femmes individuelles. Il devrait y avoir de la place pour tout le monde. Mais c'était un petit peu poussé par les besoins des subventions. Puis ça me dérange beaucoup que toute ma vie, ça a été ça, là, du côté national acadien et du côté des femmes. Il faut que tu demandes des subventions, puis tu mets beaucoup de temps à préparer la demande, et ensuite, c'est leurs paramètres, c'est pas toujours nos paramètres à nous. On réussit quand même à faire des belles choses, je trouve. Oui, on fait quand même de belles choses, mais on est toujours un petit peu coincé. Moi, ça me dérange. Je sais, puis on parlera des défis du militantisme, puis je pense que c'est certainement un défi, le financement, puis même si on a toutes les bonnes volontés, puis on peut militer sans avoir du staff, avoir du financement pour payer des repas, du transport, c'est important, puis je pense que c'est aussi réfléchi d'affaiblir le secteur communautaire, parce que, je veux dire, le militantisme ne peut pas exister sans le secteur communautaire, puis sans cette organisation communautaire-là. Puis on essaie des fois de nous vendre une nouvelle forme de militantisme où on peut que créer un événement Facebook. Puis peut-être que ça va rassembler du monde, mais c'est très éphémère. Puis c'est pour ça que ça nous prend des organismes. Puis je pense que c'est un défi, c'est ça, de faire valoir l'importance de ces organismes-là, les coûts opérationnels.
Puis, dans les subventions, mais c'est rare de trouver quelqu'un qui veut financer du militantisme comme tel. Je trouve maintenant qu'on a beaucoup plus de moyens. Quand je pense le groupe qui s'appelait Les Femmes, tu as dû lire ça dans le livre sur Corinne, hein, Liberté, comme ça voulait dire, Femmes de Moncton, les femmes de Moncton, on s'était regroupées. On avait un petit bulletin qu'on tapait à la main, puis qu'on polycopiait, puis qu'on envoyait à nos abonnés. Ben, pas beaucoup d'impact, ça, là. Hein. Ça nourrit les personnes qui sont déjà convaincues, mais ça... Alors que maintenant, je trouve que les moyens sont tellement plus nombreux. Tu parlais de Facebook tout à l'heure, mais il y a tous ces moyens-là. Et les moyens de faire des... Là, on fait une vidéo, ben... C'était pas si facile que ça de faire des vidéos autrefois. Là. Donc, les moyens techniques et les moyens... On faisait des manifestations, mais quand on est allé, même pour la marche des femmes, en l'an 2000, qu'on est allé à Ottawa, il y avait 50 000 femmes qui manifestaient à Ottawa. Le lendemain, moi, je me jette sur les journaux. Zéro. Zéro. Ben, aujourd'hui, avec les médias sociaux, on s'en occuperait nous-mêmes. On peut soi-même s'en occuper. On pouvait pas. Je trouve que c'est une grosse différence, ça. Et je trouve aussi qu'on a les jeunes maintenant. Quand j'ai commencé, on n'avait pas beaucoup les jeunes. Et on était vus comme des vieilles filles. On n'était pas si vieilles que ça, là, mais quand même, on était vus. Tu sais, les mal baisés, là, on a entendu ça, nous autres, là. C'était pas un groupe attirant. Les jeunes ne voyaient pas nécessairement que ça pouvait leur rendre service. Alors, puis même on était comme ridiculisés. Hein. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a beaucoup plus d'acceptation de ça. On comprend mieux. On comprend. Il y a encore des choses pas trop belles, puis les médias sociaux s'en chargent de nous jeter des choses à la figure. Mais quand même, surtout, les moyens ont évolué. Et moi, je pense qu'on peut, à l'heure actuelle, avoir beaucoup plus d'impact qu'on pouvait autrefois. Alors, si autrefois, on a réussi à faire bouger un petit peu les choses, mais avec les moyens actuels, on devrait conquérir le monde. Oui. Ouais, ben, quand je réfléchis à la question, c'est sûr que moi, mon parcours, c'est un peu moins long, mais je dirais comme dans les 20 dernières années, il y a des choses qui demeurent, je pense, vraiment comme, si on parle de manifestation, mais de pouvoir se rassembler en personne. Oui. Ça a un impact sur la cause, mais aussi sur les individus. Il y a cette énergie-là qui... qui on en a besoin. On en a besoin. Fait que ça, je trouve que c'est comme ça demeure à travers le temps. Comme quand je pense à l'évolution, disons, là, des moyens de militer, il y a aussi un peu comme un avant la pandémie, puis le maintenant, de se dire... c'est ça, les choses se font un peu différemment du fait que les gens travaillent peut-être plus de la maison, de changer nos habitudes. Mais aussi, il y a comme quelque chose à reconstruire du fait qu'on ne s'est pas vu pendant presque 2 ans. Puis tout l'effritement du filet social qui s'est passé pendant ce temps-là fait en sorte qu'on a eu des parents qui ont dû rester beaucoup à la maison avec les enfants qui n'étaient pas à l'école. On a des personnes au niveau de la santé qui attendent des rendez-vous, qui ne sont peut-être pas en mesure de s'impliquer autant qu'ils le voudraient, etc. Là, fait que toute cette question-là de l'effritement du filet social, c'est sûr que ça empêche certaines personnes qui voudraient peut-être être plus à l'avant-plan de ne pas pouvoir le faire. Quelque chose de positif que j'ai vu dans l'évolution de mon implication, c'est, je pense, l'inclusivité des différents mouvements dans lesquels je me suis impliquée. Moi, c'était beaucoup dans mon cas, des jeunes personnes éduquées blanches avec lesquelles je militais. Puis là, je vois vraiment plus de diversité au niveau de la race, mais au niveau socio-économique, au niveau du background, des capacités. Fait qu'il y a du chemin à faire. Je pense pas qu'on a... Mais c'est beaucoup plus inclusif que ça l'était au début. Mais c'était la même chose aux États-Unis et partout. Au début, il faut que ce soit les femmes privilégiées. Je veux dire... C'est comme, je sais pas moi, Lénine, ben, il était privilégié. C'est pas un ouvrier qui travaillait 15 heures par jour qui pouvait commencer à revendiquer les droits des ouvriers. C'était des intellectuels. Mais la même chose s'est passée pour les femmes. Hein. Même du côté acadien, les femmes acadiennes, autrefois, c'est pas elles qui demandaient le droit de vote, à part Marichette, puis Marichette, c'était un petit peu, entre nous, c'était un petit peu en blague qu'elle le faisait, là. Mais c'était les femmes anglophones, parce qu'elles étaient plus privilégiées.
Alors, mais maintenant, je pense qu'on est ouvert. On voit même comment nous-mêmes, on peut devenir dominatrice, on veut pas colonialiste et tout ça, mais on peut le faire. Sans se rendre compte, nos privilèges de blanche, là, on n'en est pas toujours consciente. Hein? Puis on peut. Alors ça, je trouve qu'il y a une ouverture de ce côté-là qui me plaît énormément. On se rend compte que faut pas jouer le même rôle qui a été joué envers nous. Hein. Ça, je trouve ça encourageant, très encourageant, et c'est ce qui me fait espérer que le mouvement, il mourra pas loin de là. Il y a trop de feu partout pour qu'on laisse tomber. Ben, je pense que c'est de donner le crédit là où il revient. Comme moi, souvent, c'est ça, quand je vais parler d'intersectionnalité, ben ça, c'est un concept qui vient des femmes afro-américaines. Oui, puis il faut les lesbiennes radicales. reconnaître. Puis c'est ça, c'est de dire, ces personnes-là étaient organisées, puis il y avait de quoi qui se passait, c'est juste qu'on se parlait pas. Puis souvent, on pouvait prendre le crédit du travail qui avait été fait, disons, sur le terrain. Fait que je pense que c'est comme notre devoir comme personne privilégiée de redonner ce crédit-là, puis d'être à l'écoute, puis de donner la place. Puis et de les écouter aussi, d'écouter ce que tous ces groupes-là ont à nous dire. Mais moi, je pense qu'un obstacle que moi j'ai connu, puis je sais pas jusqu'à quel point ça joue chez les jeunes. Moi, c'était le fait, mais moi, je vivais avec un homme, là. Alors, il y avait des féministes qui n'étaient pas une vraie féministe. Les vraies féministes, l'homme est l'ennemi. Ben, moi, je couchais avec l'ennemi. Alors, bon. Mais je crois que beaucoup de femmes veulent être féministes, mais veulent pas non plus perdre son... Je voyais ça surtout chez les Françaises, en France, que je veux dire que j'ai fréquenté, montraient leurs jambes, tout en se disant très féministe, elles levaient la robe et elles montraient les jambes. Ah bon? Elles voulaient plaire. Et je pense que c'est normal qu'on veuille plaire. Si on est hétérosexuel, ben on veut plaire à des hommes. Mais parfois, ça peut jouer contre nous. Et moi, au début, ça a même été un problème dans le couple, parfois. Je me souviens une fois, c'était dans les années 80, j'étais arrivée à la maison et j'avais lu quelque chose. J'avais lu qu'il y avait une jeune femme qui avait été violée sur une table de billard par plusieurs hommes. Et il y en avait qui n'avaient pas participé au viol, mais ils étaient contre le mur et ils regardaient ça. J'étais sans connaissance. J'arrive à la maison. Mon mari, lui, écoute, moi, je suis pas un violeur. Je n'ai jamais violé personne. Tu as l'air de dire que tous les hommes sont peut-être violeurs, mais la façon dont je m'exprimais, j'étais tellement montée. Alors, la passion qu'on peut avoir pour la cause, moi, on a eu à régler ça. Ben, ça fait 58 ans qu'on est mariés, ça va très bien. Mais on a eu à penser par là-dessus, parce qu'on est tout le temps là-dedans. Quand on est militante féministe, surtout quand on faisait le guide, Catalina Ferrer et moi, on faisait le guide, on lisait beaucoup là-dessus, on était tout le temps là-dedans. On travaillait... Alors, on arrivait chez nous avec on avait l'air agressive. Et puis, on l'était. Alors ça, je sais pas jusqu'à quel point ça joue maintenant. Je vois des femmes qui s'affirment dans leur couple. Je vois des jeunes femmes qui se laisseraient pas imposer des choses qu'on se laisse imposer, nous. De croire que c'était à nous à laver la baignoire. Ah oui, pourquoi c'est à moi à laver la baignoire? Je crois pas que les jeunes femmes diraient ça. Moi, parce que je suis une femme. Mais je sais pas. Je soupçonne que ça doit pouvoir jouer parfois. J'irai pas aussi loin que je veux, parce que je veux pas passer pour une féministe agréée, mal baisée, et, fâchée. Je crois que ça peut être un obstacle. Que la colère des femmes et des minorités de genre est encore utilisée contre nous. Ben oui. Tandis que souvent, là, on voit le double standard d'un homme cis qui est enflammé dans son discours passionné. Puis c'est ça, c'est comme, il y a du charisme. Mais une femme, c'est ça, est fâchée, puis peut-être prend le temps de te calmer avant. Puis fait que je pense que... Monter de lait, l'expression monter de lait, là. Hein? C'est ça. Ouais, je pense que c'est encore... Oui, puis je vois des femmes dans les organismes là, qui, c'est souvent le leadership féminin qui est contesté. Beaucoup plus. Je vois ça. Je pense que ça me fait penser à un autre défi, parce que ça, je m'implique au niveau militantisme féministe, mais aussi dans d'autres causes. Puis souvent, je trouve un défi, c'est dès que j'apporte une vision féministe, de dire « Ah, mais tu sais, c'est pas de ça qu'on parle en ce moment. On parle de l'égalité au niveau des francophones puis des anglophones. » C'est comme « OK, mais
il y a des femmes francophones, Oui. tu sais. Puis là, tu sais, dans plein de causes où j'ai beaucoup lutté au niveau de l'Université franco-ontarienne aussi, en Ontario français. Puis c'est ça, dès qu'on apporte une perspective plus de justice sociale, c'est comme, tu sais, mettons que je parlais de la question des droits de scolarité, puis que ça pourrait être le fun d'avoir une université. Ben là, c'est comme, oui, mais ça, c'est une autre question, là. Puis toute cette idée de diviser les luttes, tu sais, pour moi, ça, c'est un défi. Comme moi, je pense que la réussite, c'est dans la convergence des luttes, puis de se dire, on peut pas parler de féminisme sans parler d'antiracisme, sans parler d'anticapitalisme. Puis c'est ça, quand on lutte avec la SNB, ben, il faut apporter cette vision-là d'égalité des femmes. Puis fait que pour moi, ça va ensemble, mais c'est un défi, des fois, de se dire, si on s'éparpille trop, on va rien accomplir, tu sais. Au contraire, moi, je me dis, si on reste trop focusé, on lutte qu'un seul... Ben, l'histoire nous l'a montré. Moi, j'ai rencontré des femmes marocaines qui disaient, ben, on travaillait, puis ils nous disaient, ben, travaillons sur le côté social. Puis les luttes des femmes après, ben, c'est pas venu après, là, hein. Les Algériennes, ils nous disaient ça. On pense qu'on peut résoudre ça, puis après ça, on résoudra. Non. C'est la même chose. C'est les mêmes causes. On peut pas ne plus penser, on peut pas penser pareil plus. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est la frustration qu'on peut avoir. C'est ça. Frustrant dans d'autres mouvements de se faire reléguer comme la féministe, de dire, mais non, mais... Les vraies questions. Oui, c'est ça. L'autre chose aussi, un défi que je vois, c'est que quand on nous voit comme privilégiés, moi, je suis une femme privilégiée, là, j'ai une bonne retraite, c'est pas le cas de toutes les femmes. Alors, il y a des gens qui disent, ben, pourquoi toi, tu luttes? Tu as fait faire les études que tu voulais faire, tu as eu le nombre d'enfants que tu voulais avoir, de quoi tu te plains? Il faut travailler pour les autres. Moi, j'aime beaucoup la phrase de Rosemary Brown, qui a été la première députée noire NPD au Canada. Elle disait, "Until all of us have made it, none of us have made it." Moi, j'aime beaucoup cette phrase-là. On se bat pas uniquement pour notre petit privilège. On se bat pour les droits de toutes. Puis si tout le monde n'est pas égal, ben personne d'entre nous ne l'est. Mais moi, dans les femmes que je fréquente qui ont mon âge, des profs, des anciennes profs et tout ça, j'entends ça beaucoup. Elles ont terriblement peur du wokisme, peur que ça soit plus la raison qui domine et que ça soit la minorité qui domine. Je sais pas si toi tu as ça. Ben je dirais oui, puis des fois je sais pas si c'est intergénérationnel parce que j'entends ça de ma génération aussi. Fait que c'est dur de voir qu'est-ce qui est une question de génération puis qu'est-ce qui est vraiment un discours là, que c'est, tu sais, même j'écoutais un spectacle d'humour québécois, puis on riait des jeunes parce qu'à cette heure, il y a des trigger warnings partout, puis on peut, tu sais, puis on se moque de ça, puis souvent on met ça sur le dos des jeunes, que ce sont eux, les woke, mais vraiment, il y a des woke de toutes les générations, tu sais, puis ces luttes-là sont pas nées il y a 2 ans avec les personnes qui ont 18 ans, là, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Ouais. Je pense que les jeunes en ont le dos large, je veux dire, c'est eux qui apportent une nouvelle idée. Je trouve ça intéressant. Puis c'est ça, j'essaie de penser intergénérationnel parce que c'est sûr que moi, quand j'étais jeune militante, je sentais, à part le mouvement féministe, d'autres mouvements, c'est ça, comme jeune, j'étais comme moins écoutée ou j'étais la leader de demain, tu sais, puis on me voyait jamais comme une leader de relève. Puis c'est ça, exactement. Puis c'était quelque chose qui me fâchait beaucoup. Puis là où je suis rendue, c'est comme, je fais plus partie de la génération des jeunes, disons, tu sais, il y en a des plus jeunes que moi, fait que c'est toujours de me questionner comment est-ce que moi je suis, parce que c'est sûr, des fois j'entends des choses puis je suis comme, c'est parce qu'ils comprennent pas d'où ça vient, puis je suis comme, non, je veux pas être cette personne-là, tu sais. Fait que je pense que c'est normal avec son expérience des fois de se dire, on a fait ces erreurs-là, pourquoi ils font les mêmes erreurs, tu sais. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Fait que c'est de voir comme c'est quoi son rôle comme mentor, mais aussi comme apprenante, parce que je veux dire, les jeunes aujourd'hui, ils en connaissent des affaires, là, puis j'en ai beaucoup à apprendre, puis juste ma fille de 3 ans m'en apprend à tous les jours, tu sais. Fait que je pense que c'est un peu la posture que j'essaie d'adopter, là, de me dire, j'ai quelque chose à apprendre de la génération plus jeune, puis j'ai quelque chose à offrir aussi.
Puis toute la question de la relève de demain, puis on vous prépare, ben de se dire, je suis encore là, moi aussi, en ce moment. Je peux pas mettre tous mes espoirs sur les jeunes, puis dire, les jeunes sont en train de ça. Hein. C'est ça, sont notre espoir, puis regarde toutes les belles choses qu'ils font. Puis c'est comme, oui, mais je suis encore ici, moi, là, je suis là pour les accompagner, puis léguer le meilleur monde qu'on peut. Ben, moi, je vois quand même des progrès. J'ai deux petits-enfants. L'aîné a 9 ans, puis c'est une fille, puis le garçon a 7 ans. Mais il y a déjà 2 ans de ça, j'étais avec ma petite fille, qu'elle avait 7 ans à l'époque, puis son petit frère avait 5 ans. Elle a dit, moi, je pense que je vais me marier. Elle a dit, peut-être avec une fille, peut-être avec un garçon, je sais pas, je verrai. Elle avait 7 ans, hein. J'y pense. Dit, j'aimerais avoir des enfants. Son frère répond du tac au tac. Si tu veux des enfants, tu fais mieux de marier un gars. C'est pas le type de conversation qu'on aurait eu à leur âge, ni même mon fils qui a 50 ans, il aurait pas eu. Mais elle, tu vois, la petite de 7 ans, mariée avec une fille, mariée avec un garçon, c'était déjà dans le possible. Pour nous, c'était dans l'impossible. Je pensais même pas des choses comme ça. Alors, il y a quand même une évolution, là. Quand je vois des jeunes réagir comme ça, je vais lire à l'école Champlain aux enfants, puis les livres qui sont là, il n'y a pas un seul de ces livres-là qu'on aurait eu dans nos bibliothèques à l'époque. Tu sais, une famille reconstituée, une famille où 2 papas, 2 mamans. Alors, ça fait comme son chemin. Je crois qu'il y a des choses qui vont progresser. J'allais dire d'elle-même. Non, pas d'elle-même, là, mais quand même. On a quand même semé des graines, puis je crois qu'on récolte un peu l'égalité qu'on a voulu promouvoir. Moi, j'y vois de l'espoir. Je vois de l'espoir dans le fait qu'on commence pas à zéro. On n'a pas les mêmes discussions. Oui, sur certaines choses, oui, on a encore besoin de revenir à des choses bababi-bobu, mais pas partout. Il y a des... même l'accès à l'information, je pense. C'est ça. Oui, bien sûr. Nos parents, puis des fois, c'est comme, mon enfant m'a posé cette question-là, je sais pas trop comment répondre. Mais là, on peut aller chercher de l'information et dire, mon enfant a des questions, c'est ça, sur l'orientation sexuelle, l'expression du genre, mais ça peut être sur l'environnement, sur la couleur de peau, mais comme, tu sais, même des fois, on veut bien faire, mais on est comme pas trop sûr parce que... On sait pas quoi faire. D'avoir accès à cette information-là, de pouvoir, tu sais, aller sur Google puis dire, trouver des... Oui. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose... En tout cas, moi, je suis reconnaissante d'avoir accès à ça. Oui. Puis moi, je vois beaucoup de similitudes avec les choses qu'on a vécues comme acadiennes, et même comme début du féminisme. Je me rappelle que l'ombudsman, on avait les féministes, je crois que c'était le groupe Les Femmes qui avait invité l'ombudsman de la province. Puis il y avait des affiches sur le mur, puis il y en avait un qui c'était non pas mademoiselle, mais madame, ou quelque chose. On ne voulait plus se faire appeler mademoiselle, puis se faire demander madame ou mademoiselle. C'est ça, je pense. C'est ridicule. C'est ridicule. Vous vous battez pour des choses comme ça, c'est complètement ridicule. Mais il y a des choses plus importantes. Oui, il y a des choses. On a essayé de lui expliquer que je vais acheter une paire de gants, puis on me demande madame ou mademoiselle. Qu'est-ce que le fait que je sois avec un homme ou pas avec un homme a à faire avec que je m'achète une paire de gants? Mais j'étais complètement fermée à ça. Alors je me dis, moi, faut pas que je me ferme à des choses qui, à première vue, peut-être me paraissent pas. Moi, des questions de transgenre et tout ça, j'ai pas vécu ça, puis j'avais personne autour de moi. Je suis pas très sensibilisée à ça, mais je vais les écouter. Parce que je veux pas réagir comme la vieille ou la moins vieille qui réagissait. Non, ça. La langue, quand on a commencé à vouloir, je vous le disais tout à l'heure, dans la femme professeure, quand on a voulu mettre un E, on se faisait ridiculiser. Madame Bombardier, qui était en France, puis à son lancement, puis elle avait mis en présence de l'auteur, puis elle avait mis un E. Ça était considéré comme une faute d'orthographe, puis en France, tu fais pas de faute d'orthographe quand tu fais un lancement de livre. C'était épouvantable. Alors, je me dis, et puis on avait des linguistes, puis des gens qui nous disaient comment c'était. Non, c'était pas une question de genre. Le mot, le féminin ne voulait pas dire femme. La preuve, c'est qu'on pouvait dire une sentinelle, puis c'était un garçon. Puis, non, c'était pas une question. Come on, là, réveillez-vous. Mais je veux pas être celle, moi, qui se ferme et qui dit, voyons, je vais t'écouter. Convainc-moi, puis je suis disposée. Mais c'est pas
je descendrai pas dans la rue parce que je suis pas encore assez sensibilisée. Mais je trouve qu'il faut rester ouvert. Il faut écouter les gens qui ont c'est pas des caprices. C'est comme ce que nous autres on demandait, puis c'était pas compris. Ce qui m'agace, moi, c'est l'arrogance qu'on peut avoir. Je suis là-dedans aussi, là, hein. L'arrogance qu'on peut avoir en pensant que nous, on sait, puis vous autres, vous savez pas. Le gros bon sens, la logique, toutes les études, c'est ça que ça prouve. Ouais, ben, je pense que c'est ça, je pensais aussi, là, comment un peu vaincre ces genres de clashs-là, puis c'est en étant à l'écoute, puis en ayant des conversations, puis je pense, nous, d'être ouverts, mais d'essayer aussi d'aller vers les autres. Puis je pense que, surtout quand on est dans le privilège, puis que ça nous affecte pas personnellement, on est comme, des fois, un peu plus disposé à aller vers l'autre parce que ça nous menace pas. C'est ça. Puis je comprends tout à fait. Là, moi, quand on vise mon identité puis ma personne, la dernière chose que je veux faire, c'est d'aller discuter avec l'autre. Ouais. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut aller faire ce job-là à ma place, ça fait mon affaire. Fait que je pense que c'est un peu le rôle qu'on peut jouer parce que, justement, je me dis, il y a des personnes qui ont lutté pour là où on est rendu aujourd'hui en tant que femme minorité de genre acadienne au Nouveau-Brunswick. Comme il faut qu'ils puissent encore, tu sais, contribuer au mouvement. Fait que de se dire, ben, si j'ai des conversations, j'essaie de voir ben, d'où vient ce manque de compréhension-là, ben, peut-être qu'il y a moyen d'avancer, mais en même temps, pas au détriment de demeurer inclusif. Puis pas, je pense que la priorité, c'est encore de lutter contre toutes les oppressions. Fait que c'est un peu cette balance-là, je pense, d'aller chercher à informer les gens, mais de ne pas s'aliéner des gens qui sont plus vulnérables puis marginalisés en même temps. Ouais. Mais je pense comme le militantisme, ça vient un peu de comme l'indignation puis de voir l'injustice, puis des fois on sent qu'on peut pas agir, puis que même si on fait quelque chose, ça change rien. Mais moi, le militantisme, c'est de canaliser cette indignation-là puis de dire bon, ben, je vais lutter pour faire une différence, mais je crois aussi que ça fait une différence, tu sais. Puis, au point de vue comme personnel, toute cette idée d'être réseauté avec d'autres personnes qui croient dans la même cause, puis qui posent des actions, ben, ça donne de l'énergie, puis je pense, puis pour passer à travers ce qui nous attend, comme puis les injustices qu'on voit, je pense qu'il faut avoir espoir, puis il faut nourrir cet espoir actif-là, puis le militantisme, c'est ça pour moi, c'est de me dire je veux léguer un monde qui est meilleur, puis je veux faire ma part. Mais je crois aussi que c'est possible. Je veux dire, quand on parle des systèmes de pression et de mœurs, que comme de 99%, là, on peut faire changer les choses. Faut juste y croire puis agir. Fait que c'est pas comme un idéalisme aveugle, là, comme je pense qu'on peut faire une différence, puis quelqu'un qui veut s'engager, puis c'est pas trop comment, mais je pense que c'est ça, c'est de dire, on peut canaliser cette indignation-là pour faire une différence, rencontrer d'autres gens comme nous autres, puis à la fin, on va faire une différence. Ça va se passer. Faut pas sous-estimer le pouvoir qu'on a, puis qu'on prend pas toujours. Et c'est ça, si on milite, n'importe quelle cause, parce que comme on disait tout à l'heure, toutes les causes. Moi, ce qui me préoccupe en ce moment, c'est l'environnement, parce que je me dis, si on règle pas cette question-là, toutes les autres, on n'aura pas réglé les autres, celle-là. Alors, elle est urgente. Mais n'importe quelle cause où on va travailler, ça va aider, hein. Et ne sous-estimons pas l'impact de notre petite pierre qu'on met là, hein. Et je crois que de plus en plus, il faut se réunir. Tu disais tout à l'heure comment la COVID nous a séparés, mais il faut revenir à nos réunions d'autrefois, nos regroupements, parce que ça donne de l'énergie. Et on parle beaucoup d'éco-anxiété de nos jours. Ma petite fille de 9 ans qui en fait de l'éco-anxiété. Une façon de lutter contre l'anxiété, c'est faire quelque chose. Si tu te dis, bon, il y a un puissant, puis c'est pas parce que je recycle mon petit bout de papier que ça vaudra. Oui, c'est vrai que les grosses industries polluent et tout ça, mais ce petit morceau de papier-là aussi est important. Et plus on dirait que plus on s'engage, plus on veut s'engager. Puis on sent qu'on est en mouvement vers quelque chose. Ça nous donne de l'espace, ça en donne aux autres. On se communique notre énergie. C'est très enrichissant sur le plan personnel.
Moi, je dirais à une personne qui veut s'engager, je dirais oui, engage-toi. La cause qui te touche le plus en ce moment, c'est peut-être le transgenre, c'est peut-être l'environnement, c'est peut-être je sais pas quoi. Engage-toi et tu vas voir que ça va te nourrir, ça va t'instruire aussi. Plus on fréquente d'autres personnes, ben ils nous donnent de l'information, ils nous donnent. Comme aujourd'hui, moi j'apprends de toi là. C'est très enrichissant sur le plan personnel même. Ouais, puis je pense que le mouvement féministe, c'est un mouvement justement où on peut lutter au niveau de l'environnement, puis on peut avoir des luttes au niveau de la pauvreté, puis je veux dire, ça, c'est des luttes que le RFNB mène, puis au niveau du rapprochement avec les communautés autochtones. Fait que je pense que c'est un mouvement vraiment intéressant, puis dans mon expérience à moi, qui est valorisant, puis même si on est un nouveau militant, nouvelle militante, on n'est pas vu comme moindre, au contraire. Je pense qu'on peut être autant valorisé que c'est quelqu'un qui a participé depuis plusieurs années. Là. Fait que ça, c'est ce que moi j'aime du mouvement féministe. C'est très vraiment inclusif. Hein? C'est ça. Le regroupement féministe fait ça. Je pense que le regroupement féministe est très ouvert à toutes les possibilités. Je le vois dans son action. Puis même dans sa façon d'être. Tu sais, quand il y a des assemblées générales, ben, on explique comment se déroule une assemblée générale. Tu sais, on prend pas pour acquis que quelqu'un que tout le monde comprend tout. Puis, je veux dire, même moi-même, quand j'étais jeune, des fois, j'avais fait plusieurs AGA, puis je me rendais compte, il y a des adultes de 50 ans qui comprennent même pas comment des AGA fonctionnent. Là. Fait, tu sais, cette idée d'accompagner, d'informer, cette comme pédagogie-là qui vient de la base, ben, c'est une valeur du féminisme, que ça fait en sorte qu'on se sent comme tout de suite engagé. Puis si on ne l'est pas, j'espère qu'on crée les espaces pour questionner, puis de se dire, tu sais, pourquoi est-ce que vous avez fait ça, ou j'ai trouvé ça dérangeant, puis j'espère qu'on a un mouvement qui accepte de se faire questionner, puis de réfléchir à pourquoi on fait les choses, puis à vouloir changer.